Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir les principales étapes de réalisation d'une enquête par sondage. Donc, c'est quoi une enquête par sondage? Donc, l'enquête par sondage, c'est la démarche qui consiste à collecter de l'information pour mieux comprendre la population. C'est-à-dire, lorsqu'on ne peut pas atteindre ou lorsqu'on ne peut pas arriver à mesurer toute la population, on va faire une enquête par sondage, c'est-à-dire de tirer un échantillon, une partie de cette population et de l'étudier. Donc, en termes généraux, c'est la méthode de recueil d'informations sur un grand nombre de personnes en interrogeant seulement quelques-unes d'entre elles. Maintenant, quelques étapes, les étapes essentielles de la réalisation d'une enquête par sondage. On va commencer par la première étape. La première étape, c'est de définir les objectifs et les contraintes de l'enquête. Ou je m'attends à définir les objectifs ou je m'attends à définir les contraintes. Donc, définir les objectifs, c'est-à-dire déterminer ce que nous voulons étudier, définir là où les variables d'intérêt, et définir la question ou les questions que l'on souhaite répondre à travers cette enquête. Maintenant, exemple des objectifs à atteindre, par exemple, réaliser une enquête statistique afin d'évaluer la satisfaction des touristes algériens à propos des produits touristiques nationaux. Maintenant, réaliser une enquête statistique afin d'étudier les déterminants de l'immigration clandestine chez les jeunes algériens. Par exemple, réaliser une enquête statistique afin d'évaluer la qualité de l'enseignement supérieur en Algérie du point de vue des étudiants, etc. Maintenant, réaliser une enquête statistique afin d'étudier les déterminants. Donc, par rapport à l'exemple, un deuxième exemple, réaliser une enquête statistique afin d'évaluer la qualité de l'enseignement supérieur en Algérie. Par rapport au premier exemple, donc, les facteurs sociodémographiques. Par exemple, les facteurs sociodémographiques, la première variable, les problèmes familiaux, la deuxième, la situation familiale, la pression de la société, etc. Donc, les facteurs, ils peuvent influencer ou là, ils peuvent être des déterminants, les facteurs de l'immigration clandestine chez les jeunes algériens. Par exemple, si on veut réaliser une enquête afin d'étudier la qualité de l'enseignement supérieur en Algérie, les variables qu'on peut introduire le questionnaire, par exemple, le programme enseigné est complet. Le programme enseigné permet à l'étudiant de penser de manière créative ou non. Est-ce que le programme enseigné est facile à comprendre ou non? C'est-à-dire les variables qui peuvent mesurer la qualité du programme éducatif, la qualité de l'enseignant, par exemple, est-ce que les enseignants ont des compétences de communication de haut niveau? Oui ou non, ou bien un critère d'échelle. Mes enseignants ont suffisamment de connaissances pour répondre aux questions des étudiants, etc. Donc, quelques exemples des variables qu'on peut introduire le questionnaire talent. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire, les contraintes de l'enquête. Donc, les contraintes de l'enquête regroupent généralement deux types de contraintes. Les contraintes budgétaires, c'est-à-dire le budget disponible, est-ce qu'il permet de déterminer le nombre d'individus qui peuvent être interrogés, la méthode de collecte des données, etc. Donc, c'est-à-dire une personne qui a un budget X et une autre personne qui a un budget 10 fois X, c'est pas la même chose. Donc, les contraintes sont différentes. La contrainte du temps. Donc, il y a la contrainte du temps. Donc, je vous le وقت pour réaliser cette enquête. C'est-à-dire une personne qui a un pour réaliser cette enquête et une personne qui a 15 jours pour réaliser une enquête, c'est pas pareil. Donc, le nombre d'individus interrogés ne sera pas le même, etc. Donc, il y a la contrainte de l'enquête. Après avoir déterminé les objectifs de l'enquête et les contraintes, on va passer au champ de l'enquête, la base de sondage et le tirage de l'échantillon. Qu'est-ce que ça veut dire le champ de l'enquête ou là la population cible? Donc, on a fait cette l'étape, la population cible, là le champ de l'enquête représente, donc parmi les étapes les plus importantes lors de la planification d'une enquête par sondage est la sélection du champ de l'enquête, où là la population cible. Cette étape elle est très importante car elle peut influencer la représentativité et la validité des résultats de l'enquête. Dans cette phase, on peut déterminer ce qui est exclu et ce qui est inclus de l'enquête et de garantir que l'échantillon est représentatif de la population cible. Donc, on a fait de l'étape. Je vais le champ de l'enquête. Notez comme un exemple. Réaliser une enquête statistique afin d'étudier les déterminants de l'immigration clandestine chez les jeunes algériens. Donc, on a la population cible, c'est les jeunes, l'ensemble des jeunes algériens qui ont 18 ans et plus. Réaliser une enquête statistique afin d'évaluer la satisfaction des touristes algériens à propos des produits touristiques nationaux. Donc, je connais la population cible.
Donc, on a l'ensemble des touristes algériens qui ont fait au moins un voyage touristique local, parce qu'on s'intéresse aux produits touristiques nationaux. Réaliser une enquête statistique afin d'évaluer la qualité de l'enseignement supérieur en Algérie du point de vue des étudiants. Donc, on a la population cible, je connais, au moins les étudiants algériens qui sont inscrits dans un établissement universitaire. Donc, c'est un exemple de population cible. Maintenant, la sélection de la base de sondage. Donc, des fois, on peut avoir la base de sondage et des fois, non. Donc, la base de sondage, c'est un rappel. La base de sondage, c'est la liste de toutes les unités statistiques de la population. Elle doit être exhaustive et sans doublon, c'est-à-dire exhaustive, c'est-à-dire تكون شاملة. La base de sondage doit être mise à jour à chaque instant pour couvrir correctement la population cible. Et la base de sondage doit être accessible et facile à utiliser. Donc, si on a une base de sondage, généralement, on peut s'orienter vers les méthodes d'échantillonnage probabilistes. Lorsqu'on a défini les objectifs, les contraintes, la population cible, et on va voir si on a une base de sondage ou non. Donc, on peut passer à l'étape suivante qui est la sélection, la détermination de la méthode d'échantillonnage. Je m'attends à la méthode d'échantillonnage, c'est la méthode de sélection des individus qui vont répondre à notre questionnaire à la fin. Voilà. Donc, on a deux principales méthodes. On a la méthode d'échantillonnage probabiliste et la méthode d'échantillonnage non probabiliste. La méthode d'échantillonnage probabiliste, elle repose sur le fait que les individus ont une certaine probabilité d'être tirés. L'échantillon, par contre, l'échantillonnage non probabiliste, on ne peut pas calculer la probabilité de sélection. Donc, si on a une base de sondage, on s'oriente directement vers les méthodes d'échantillonnage probabiliste. Les méthodes d'échantillonnage probabiliste, donc la méthode d'échantillonnage probabiliste implique la sélection aléatoire des individus de la population étudiée. Je m'attends aléatoire, c'est-à-dire en utilisant un outil statistique, générateur de nombres aléatoires, ce qui donne à chaque individu une chance ou une probabilité d'être tiré. Cette méthode est considérée comme la méthode la plus objective et la plus représentative car elle minimise les biais. Donc, les méthodes probabilistes, on a le sondage aléatoire simple, le sondage systématique, le sondage stratifié, le sondage par grappe et le sondage à plusieurs degrés. Maintenant, on a le sondage à probabilité inégale. Donc, le sondage aléatoire simple et systématique réalisait une enquête statistique afin d'étudier la satisfaction des clients d'une entreprise, d'un opérateur téléphonique, par exemple. Donc, l'entreprise dispose d'une base de sondage de tous ses clients et l'enquêteur doit donc choisir des individus qui forment l'échantillon de l'étude aléatoirement sans remise, généralement sans remise, parce qu'on est dans le cas d'une enquête statistique. On a le sondage stratifié, donc le sondage aléatoire simple et systématique, c'est estimateur, sauf que la différence réside dans la sélection des individus. Maintenant, le sondage stratifié, par exemple, une entreprise de produits alimentaires souhaite connaître les préférences de consommation de 4 types de produits alimentaires. Maintenant, les viandes, les légumes, les fruits et les produits laitiers. Donc, la population sera divisée en 4 strates avant le tirage de l'échantillon, par exemple. La strate 1, c'est consommation de la viande. La strate 2 regroupe les consommateurs des légumes. La strate 3, les consommateurs des fruits. Et la strate 4, c'est les consommateurs des produits laitiers. Maintenant, le sondage à plusieurs degrés. Donc, on veut évaluer la qualité de l'enseignement supérieur des établissements universitaires algériens du point de vue des étudiants. Donc, en premier lieu, on va choisir un groupe d'universités, on va les unités primaires, selon la filière ou la localisation géographique ou là. En bas, si on s'arrête dans les unités primaires, on sera donc dans un sondage par grappe. Par contre, si on ne s'arrête pas, c'est-à-dire on peut choisir encore des départements et dans chaque département, on peut choisir des spécialités, etc. jusqu'à arriver à un certain nombre ou là une certaine taille d'échantillons. Maintenant, les méthodes non probabilistes. Les méthodes non probabilistes, c'est-à-dire la sélection des individus selon des critères spécifiques, tels que leur accessibilité ou leurs caractéristiques communes. Donc, cette méthode est utile lorsqu'on n'a pas, premièrement, une base de sondage, lorsqu'on a des contraintes de temps, mais elle est souvent associée à des biais. Maintenant, c'est des méthodes biaisées. Les méthodes les plus connues comme le sondage non probabiliste, c'est la méthode de quota, la méthode de volontariat, le sondage par convenance, la méthode de boule de neige et la méthode des itinéraires.
La méthode par quota, on veut mener une enquête par sondage afin d'évaluer les préférences des électeurs pour des partis politiques dans une ville donnée, mais la répartition de la population, donc la répartition de la population selon un certain critère, c'est-à-dire une information auxiliaire, l'information. Par exemple, selon le genre, 50% des femmes, 50% sont des hommes. Par exemple, selon l'âge, de 18 à 24 ans, 30%, de 25 à 33 ans, 14 ans, 40%, et de 34 ans à 42 ans, 51%, et l'autre partie, c'est 5%. Donc, on a une certaine répartition de la population. Donc, on peut utiliser le sondage par quota de telle sorte que l'échantillon doit être une image réduite de la population. C'est-à-dire, par exemple, l'échantillon, on va choisir 100 individus. 100 individus, ils ont 30, ils ont l'âge de 18 à 24 ans. 14 de 25 à 33 ans, c'est-à-dire une image réduite de la population. La méthode de volontariat, c'est une méthode de sondage par laquelle les répondants se portent volontaires pour participer à une enquête. Maintenant, اللي يحب يجاوبنا في une enquête. يقدر يجاوب. Donc, c'est un exemple, une enquête sur les habitudes de consommation des produits bio auprès des clients d'une épicerie bio. Donc, fait le cas, les participants seraient invités à se porter volontaires pour répondre au questionnaire de l'enquête. Maintenant, la méthode de sondage par convenance, c'est la méthode de sondage où le processus de sélection des participants dépend souvent de l'emplacement où le sondage est réalisé. C'est-à-dire, غادي تكون مرتبطة مع المكان اللي تندار فيه l'enquête. Exemple, sélectionner les personnes qui se trouvent dans un centre commercial. Par exemple, on veut tester la satisfaction des individus, là, des clients d'un centre commercial. Donc, on s'oriente vers le centre commercial et on va interroger les personnes qui se trouvent dans ce centre commercial. La quatrième méthode, c'est le sondage par boule de neige. Donc, c'est une méthode qui consiste à demander à un groupe de participants de recruter d'autres participants pour participer à l'enquête par sondage. Il est utilisé généralement pour faire une enquête ou pour une étude sur un phénomène très rare. C'est-à-dire, on connaît les individus, qui ont le phénomène, ou là qui se caractérisent par une certaine caractéristique. Et donc, les individus eux-mêmes, ils vont distribuer le questionnaire, ils vont interroger d'autres individus, donc comme si une boule de neige. Elle est souvent utilisée pour étudier les populations difficiles à atteindre ou à identifier, et cette méthode peut malheureusement conduire à un échantillon non représentatif. Voilà. Le sondage des itinéraires. Donc, cette méthode de sondage est utilisée pour collecter des données sur les déplacements dans une zone géographique particulière. Par exemple, une ville souhaite comprendre les comportements de déplacement de sa population pour mieux planifier son système de transport en commun. On sélectionne donc un échantillon représentatif de la population. Après avoir donc choisi la méthode convenable, la méthode d'échantillonnage convenable, on va fixer la taille de l'échantillon. Donc la taille de l'échantillon, elle dépend de la méthode d'échantillonnage. Donc dans la méthode de sondage aléatoire simple, le sondage systématique ou le sondage stratifié, la taille de l'échantillon est fixée en fonction du niveau de confiance, la marge d'erreur et la précision de l'estimateur. Si on n'a pas une information a priori sur la précision de l'estimateur, on l'estime par 0,5. Et dans la méthode de sondage stratifié, c'est la même chose. Donc, on va fixer la taille de l'échantillon pour chaque strate en fonction de la taille de la strate grand N H. Donc, soit en utilisant la méthode proportionnelle ou bien un plan allocation optimale. Dans les méthodes d'échantillonnage non probabilistes, la taille d'échantillon est fixée à notre convenance, c'est-à-dire en fonction du budget et du délai dont on dispose. Maintenant, on va passer à l'autre étape qui est la conception du questionnaire. Dans la phase de la conception du questionnaire, il est nécessaire de prendre en considération la formulation des questions, leur ordre et leur pertinence. Avant de distribuer le questionnaire de l'enquête, il est important de le valider par des spécialistes du domaine de l'enquête ou de la recherche. C'est-à-dire, on va le valider par deux spécialistes, par un statisticien qui va assurer que les variables d'étude ils vont répondre à notre objectif de façon statistique, c'est-à-dire il peut nous confirmer les tests statistiques qu'on peut utiliser après pour étudier la relation
entre les variables et par un spécialiste du domaine. Donc, il y a quand l'étude porte sur un domaine, sur un certain domaine, donc les un spécialiste avec le domaine. Le questionnaire doit contenir 3 parties essentielles. Donc, la première partie, c'est les informations introductives à l'enquête, c'est-à-dire des informations concernant le but de l'enquête, la personne ou l'individu qui mène l'enquête, ou bien l'organisation qui mène l'enquête, c'est-à-dire par exemple l'ONS, la période de l'enquête et le mode de collecte des données. La deuxième partie du questionnaire, elle doit contenir des caractéristiques individuelles des enquêtés. Présenter les caractéristiques individuelles des enquêtés afin de mieux connaître qui a répondu à l'enquête et donc elles permettent de décrire l'échantillon de l'étude, c'est-à-dire نوصفوا عين الدراسة, c'est-à-dire نوصفوها le but de les questions. Les caractéristiques individuelles des enquêtés doivent être liées au thème de l'enquête, c'est-à-dire on a plusieurs caractéristiques individuelles de l'enquête, mais on va essayer de prendre des caractéristiques qui ont une relation avec le thème. Les caractéristiques individuelles les plus utilisées sont l'âge, le sexe, la catégorie socio-professionnelle et le niveau d'instruction. La troisième partie, c'est les questions relatives à l'objet de l'enquête, c'est-à-dire les questions abordées dans une enquête doivent être structurées, c'est-à-dire on commence le questionnaire par des éléments simples à collecter, les plus généraux, les questions, celles qui demandent le moins de réflexion de la part de l'enquêté. Les questions doivent être ordonnées de façon logique. Le nombre de questions de l'enquête ne doit pas être trop important. Il faut éviter d'alourdir le questionnaire par les demandes d'informations accessoires pour l'objectif de l'enquête. Donc, on a les types de questions. Donc, on a deux principaux types. On a les questions à choix fermé. Les questions fermées à choix multiples. On a les questions fermées à choix unique. On a les questions à échelle, les questions dichotomiques. Par contre, les questions à choix ouvert, on a les questions ouvertes quantitatives et les questions ouvertes qualitatives. Les questions fermées à choix multiples, c'est-à-dire le répondant il peut choisir plus d'une réponse proposée. Les questions fermées à choix unique, il doit choisir une seule réponse parmi les réponses proposées. Les questions à échelle, on a les deux échelles les plus connues quand même, on a l'échelle de Likert et l'échelle d'Osgood. L'échelle de Likert, par exemple, de satisfaction, elle n'a pas du tout satisfait, plutôt pas satisfait, neutre, plutôt satisfait et très satisfait. Par contre, l'échelle d'Osgood, elle a de 1 à 5 généralement. Donc, on a deux taqiyim, de 1 à 5. On a les questions dichotomiques, oui ou non. Les questions à choix ouvert, on laisse des points, ou là on laisse un vide pour enquêter répond librement. La réponse là, elle peut être par une phrase, un mot ou bien un chiffre. Donc si il va répondre par un chiffre, par exemple, quel est votre âge? Donc là, c'est une question ouverte quantitative. Par contre, s'il va répondre par un paragraphe, bien une phrase, donc là, une question ouverte qualitative. Après avoir créé le questionnaire, donc l'étape c'est la pré-test du questionnaire. C'est l'enquête pilote. Elle se fait sur un petit échantillon. Elle permet de savoir et de découvrir l'efficacité du questionnaire. C'est-à-dire la taille de l'échantillon, par exemple, c'est 200. On va distribuer le questionnaire, le premier questionnaire qu'on a réalisé à 5% de la taille de l'échantillon et on va voir la réaction des individus, c'est-à-dire pour tester l'efficacité du questionnaire et le coût de l'enquête et donc la rédaction définitive du questionnaire, déterminer les conditions et les contraintes de l'enquête, connaître le degré de préparation de l'enquêteur, connaître le pourcentage attendu des réponses et reformuler les questions incompréhensibles. La cinquième étape qui suit, donc après la validation du questionnaire, après avoir distribué le questionnaire sur une petite partie ou là un petit échantillon et voir les incompréhensions ou là les questions mal comprises, donc et la rédaction définitive du questionnaire, on va passer à la collecte des données. Donc les principaux modes de collecte des données sont maintenant la méthode l'oula, il y a la collecte des données face à face. Qu'est-ce que ça veut dire la méthode de collecte des données face à face? C'est la méthode de collecte des données qui implique une interaction en personne entre l'enquêteur et le répondant. Donc cette méthode peut être utilisée dans le cadre de diverses recherches telles que les études de marché. Lors de la collecte des données face à face, l'enquêteur se rend le terrain pour rencontrer les répondants en personne. Donc cette méthode peut présenter des inconvénients tels que le coût élevé, la difficulté à atteindre certaines populations
et le risque de biais lié à la présence de l'enquêteur. Maintenant, la collecte des données en ligne, c'est la méthode qui se base sur l'utilisation de l'Internet pour recueillir les données auprès des répondants. Dans cette méthode, les répondants sont invités à remplir un questionnaire en ligne via un site web ou bien une application ou même par courrier électronique. La collecte des données en ligne présente plusieurs avantages, notamment la facilité d'accès pour les répondants, la rapidité de collecte des données, la possibilité d'atteindre un grand nombre de personnes à faible coût. Cependant, cette méthode peut également présenter des inconvénients tels que les taux de non-réponse élevés, les problèmes de représentativité de l'échantillon et des risques de biais liés à la technologie utilisée pour la collecte des données. L'autre méthode, c'est la méthode de collecte des données par voie téléphonique. La collecte des données par voie téléphonique, c'est une méthode qui implique l'utilisation du téléphone pour recueillir des données auprès des répondants. Elle est couramment utilisée pour mener des enquêtes, des sondages d'opinion, des études de marché et des recherches en sciences sociales. Cette méthode présente plusieurs avantages, notamment la possibilité de joindre rapidement un grand nombre de répondants, comme elle présente d'un autre côté les inconvénients tels que les taux de non-réponse élevés, des risques de biais liés à la sélection des répondants et la qualité des réponses obtenues. La dernière méthode, c'est la collecte des données par courrier. Donc, c'est la méthode de collecte des données qui se repose sur l'envoi de questionnaires par courrier postal aux répondants qui sont ensuite invités à répondre, c'est-à-dire les remplir et les renvoyer à la poste. Donc, cette méthode prend beaucoup de temps. Cette méthode est souvent utilisée pour collecter des données auprès d'un échantillon de la population qui ne peut pas être contacté autrement, comme les personnes âgées ou bien les personnes qui vivent dans les zones rurales isolé. L'étape, donc après avoir collecté les données, l'étape de la codification ou la saisie éventuelle. La codification des données consiste essentiellement à traduire en chiffres les mots et les réponses qui figurent sur le questionnaire. C'est-à-dire, par exemple, si on a une question et cette question contient 4 modalités, donc avec les modalités, on va les coder par 1, 2, 3 et 4. Par exemple, le revenu, si on va proposer une question du revenu mensuel, on va proposer 4 tranches, par exemple, bien 5 tranches de revenus. Donc, la première tranche, par exemple, moins de 30 000 dinars, donc on aura le code 1. Entre 30 et 40 000 dinars, par exemple, on aura le code 2. La troisième tranche, on aura le code 3, etc. Donc, jusqu'à arriver à la dernière modalité. Cette étape, donc maintenant, le contrôle de la qualité des données. Donc, le contrôle de la qualité des données consiste à vérifier. Qu'est-ce qu'on va vérifier dans cette étape? L'existence d'incohérence entre les données d'un même questionnaire, l'existence des erreurs d'entrée des valeurs, l'existence des non-réponses totales, ou bien des réponses partielles. Donc, voilà, le contrôle de la qualité des données. Donc, on a le redressement des données. Donc, le redressement des données fait 4 étapes essentielles. On a le redressement des non-réponses partielles, le redressement des données aberrantes, le redressement des non-réponses totales et le redressement des estimateurs. Le redressement des non-réponses partielles. Qu'est-ce que ça veut dire le redressement des non-réponses partielles? C'est le traitement des non-réponses partielles ou là les données manquantes. Les non-réponses partielles proviennent de plusieurs raisons. Parmi eux, donc on a les raisons c'est l'incompréhension de l'interviewé de là où les questions posées. C'est-à-dire si il a fait la question, donc il va la laisser et donc elle va créer une donnée manquante. L'impossibilité ou là le refus de répondre à une ou plusieurs questions, c'est-à-dire les questions personnelles, c'est-à-dire il a refusé de répondre. L'incohérence ou l'invalidité des réponses, c'est-à-dire s'il a répondu par exemple un individu qui a par exemple de 18 ans à 25 ans et la catégorie socio-professionnelle, il a répondu que c'est un retraité. Donc on a l'incohérence et donc on va supprimer leur réponse. La mauvaise qualité du travail de l'enquêteur. Voilà, donc on a les causes essentielles des données manquantes. Donc, on a comment traiter les non-réponses partielles. Donc, les non-réponses partielles sont traitées par les méthodes d'imputation qui sont, donc là, les méthodes d'imputation. Les méthodes d'imputation
elles sont consacrées pour traiter les non-réponses partielles. On a la méthode de hot-deck, la méthode de cold-deck, la méthode de remplacement par le mode ou la moyenne, on a la méthode de la régression et la méthode du ratio. On va voir la méthode de hot-deck. Donc, c'est une méthode qui consiste à remplacer la valeur manquante de la variable d'intérêt d'un non-répondant par une autre valeur connue de la variable d'intérêt d'un répondant tiré au hasard. Donc, cette la méthode où je suis à faire. Le hot-deck sans remise. Hot-deck, c'est-à-dire on remplace la valeur manquante par la valeur de la variable d'intérêt d'un individu répondant tiré au hasard sans remise. Maintenant, le hot-deck avec remise. Maintenant, le hot-deck séquentiel. Et le hot-deck du plus proche voisin. On remplace la valeur manquante par la valeur du répondant qui ressemble le plus au non-répondant. On a un exemple. On a la catégorie socio-professionnelle, on a les individus, on a le revenu. Donc là, on voit que c'est une donnée manquante. On a le cinquième individu qui n'a pas répondu à la question liée au revenu. Donc on a le revenu, c'est la variable d'intérêt. C'est une variable auxiliaire qui va nous aider à compléter la valeur manquante. Donc on a la première valeur manquante liée au cinquième individu. Le cinquième individu, c'est un fonctionnaire libre. Si on va utiliser la première méthode, c'est le hot-deck sans remise. Le hot-deck sans remise, on va remplacer la valeur manquante par la valeur de la variable d'intérêt d'un individu répondant tiré au hasard. Tiré au hasard, c'est-à-dire on va tirer au hasard, aléatoirement, entre 1 et 4, ou bien entre 6 et 7, et entre 9 et 10. Donc, entre les répondants. Donc, là, on va choisir aléatoirement l'individu, et l'individu qui sera tiré, par exemple, l'individu 2. Donc, la réponse la réponse le cinquième individu. Donc, allez par rapport à la première méthode. La deuxième méthode, il y a le hot-deck avec remise. Donc, avec remise, je m'entends, l'individu, s'il est tiré, par exemple, la valeur de si on va utiliser sans remise, mais la réponse par contre, si avec remise, si parce que avec remise, une autre fois la sélection. Si on va utiliser le hot-deck séquentiel, le hot-deck séquentiel, on remplace la valeur manquante par la valeur du répondant précédent. Précédent, je connais, par exemple, la valeur le précédent donc on va la valeur de si on va utiliser le hot-deck du plus proche voisin, donc là on remplace la valeur manquante par la valeur du répondant qui ressemble le plus au non-répondant. Qui ressemble le plus, c'est-à-dire la catégorie socio-professionnelle. Donc là c'est un fonctionnaire libre le plus proche voisin. Donc je connais le plus proche, je connais le fonctionnaire libre. Le troisième. Donc là le plus proche là. Plus proche voisin. Donc c'est un fonctionnaire libre. Voilà, donc là on a fonctionnaire libre. Donc la réponse de parce que le plus proche voisin. La méthode de cold-deck. Donc la méthode de cold-deck consiste à estimer les données manquantes par des données tirées d'autres enquêtes statistiques, y compris les enquêtes antérieures. C'est-à-dire on va remplacer avec la valeur manquante par la valeur obtenue d'une autre enquête réalisée précédemment. Maintenant, la méthode de remplacement par le mode ou la moyenne. Par le mode, si la variable d'intérêt est une variable qualitative. Par la moyenne, si la variable d'intérêt est une variable quantitative. Donc, c'est un exemple de remplacement par la moyenne, ou là, le mode. Pour la variable salaire mensuel, qui est une variable quantitative, il est préférable de remplacer les deux valeurs manquantes par la valeur moyenne des salaires mensuels. Donc, c'est une variable quantitative. On va voir la moyenne, ou on va calculer la moyenne. Et donc, on remplacer les deux valeurs. Par contre, c'est une variable qualitative. Et donc, on va remplacer les deux valeurs manquantes par le mode, ou là, la valeur la plus répétée. On a d'autres méthodes. On a par exemple la méthode de régression. Donc l'idée essentielle dans cette méthode est de relier Y, c'est-à-dire la variable d'intérêt à une information auxiliaire grâce à une hypothèse de comportement des individus de la population.
Donc, si on connaît la valeur de x et y pour l'individu non répondant, on peut utiliser le modèle pour estimer la vraie valeur de y qui la caractérise. La méthode du ratio, il s'agit d'une méthode qui utilise à la fois la moyenne de la variable d'intérêt pour les répondants et les variables auxiliaires. Elle consiste à imputer une même valeur pour toutes les unités non répondantes, c'est-à-dire pour une variable donnée, toutes les observations manquantes auront un remplacement commun pour compenser la perte de données. Donc voilà, il y a la formule. Donc il y a y k, c'est-à-dire la valeur manquante, c'est-à-dire je te lis la moyenne de la variable d'intérêt pour les répondants sur la moyenne de la variable auxiliaire des répondants, et la fois la variable auxiliaire de l'individu qui n'a pas répondu. Maintenant, le traitement des données aberrantes. Donc, les données aberrantes sont causées généralement par les erreurs de saisie ou les valeurs inhabituelles ou extrêmes. Il est important donc de comprendre les causes des données aberrantes pour pouvoir les traiter efficacement. Dans certains cas, il est préférable de supprimer les données aberrantes. Dans d'autres cas, il est préférable de les remplacer par d'autres valeurs, c'est-à-dire l'imputation, tandis que dans d'autres cas, il peut être nécessaire de les conserver pour éviter de fausser les résultats de l'analyse statistique. La dernière étape, c'est l'analyse des données. Donc, après avoir traité les données, la phase qui joue un grand rôle dans l'enquête statistique est l'analyse des données. Donc, avant de passer par l'analyse des données, il est important d'analyser la validité et la fiabilité des réponses. L'analyse de la validité des réponses du questionnaire permet d'analyser si les réponses des participants sont valides, c'est-à-dire les mesures utilisées dans l'enquête sont précises et fiables pour évaluer les concepts ou les variables d'intérêt. La fiabilité des réponses. La mesure de la fiabilité des réponses est importante car elle permet d'évaluer la qualité et la précision des informations fournies. Cela est particulièrement important dans les domaines tels que la recherche scientifique, la médecine, l'éducation, le journalisme et tous les domaines où les réponses incorrectes peuvent avoir des conséquences graves. L'analyse des données peut regrouper plusieurs méthodes. Les principales méthodes sont l'analyse univariée, donc le tri à plat. Cette analyse consiste à décrire et à résumer les données à l'aide des mesures statistiques telles que la moyenne, la médiane, la variance, l'écart type, etc. Son objectif est de comprendre la distribution des données quantitatives et de décrire la population échantillonnée. L'analyse bivariée ou le tri croisé, c'est la méthode d'analyse statistique qui étudie la relation entre deux variables. Elle permet de déterminer s'il existe une corrélation entre les deux variables en utilisant des tests statistiques tels que le test de corrélation de Pearson ou le test du Key-2 et de mesurer la force et la direction de cette relation. C'est-à-dire, elle permet d'examiner comment deux variables sont liées ou influencent mutuellement leurs valeurs. L'analyse multivariée permet d'examiner les relations entre trois variables ou plus en utilisant des techniques statistiques telles que l'analyse de régression, l'analyse de la variance et l'analyse de la covariance. L'analyse exploratoire, elle consiste à explorer des données complexes, à identifier des modèles ou des relations cachées à l'aide des techniques telles que l'analyse en composantes principales, l'analyse factorielle et la classification hiérarchique des informations utiles et intéressantes dans les données brutes. Comparé entre les moyennes de deux groupes, on peut utiliser le test T à deux échantillons indépendants si la variable dépendante est quantitative de distribution gaussienne, c'est-à-dire n supérieur à 30, et la variable indépendante a deux modalités. Pareil entre les moyennes de plus de deux groupes, donc on peut utiliser le test ANOVA à un facteur si la variable dépendante est quantitative de distribution gaussienne et la variable indépendante a plus de deux modalités. Pour comparer entre les moyennes de plusieurs groupes de plusieurs variables, on peut utiliser le test ANOVA à plusieurs facteurs si la variable dépendante, bien sûr, est quantitative de distribution gaussienne et il existe deux ou plusieurs variables indépendantes. La publication des résultats. Donc, c'est la dernière étape dans l'enquête statistique. Elle consiste à la présentation des résultats de l'analyse statistique des données de l'enquête sous forme de rapports, projets, articles, etc.